Notre invité ce matin, il est 8h35, Agnès Pannier-Runacher, qui est députée du Pas-de-Calais et toujours, je dis bien toujours, ministre déléguée chargée de l'agriculture. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Agnès Pannier-Runacher, vous êtes toujours ministre ? Je suis toujours ministre, tout à fait. Donc vous êtes toujours au ministère. L'administration fonctionne ? Non, parce que les Français ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne aujourd'hui. Comment fonctionne le gouvernement aujourd'hui ? En fait, le gouvernement continue de travailler avec ses administrations parce que une action gouvernementale, c'est d'abord une animation d'équipe. Et on n'a pas besoin de texte de loi pour avoir une ministre de l'Éducation nationale qui s'assure qu'il y ait bien des professeurs face aux élèves, qui s'assure que la rentrée scolaire se passe bien, ou dans l'agriculture pour suivre la bonne application des textes, assurer que les subventions sont payées en temps et en heure, animer les directions qui sont sous notre responsabilité, et donc faire en sorte que les affaires courantes, comme il est convenu de les appeler, continue à se dérouler. En revanche, on n'a pas le droit de signer des décrets. On peut signer des décrets techniques, des choses qui s'imposent, qui sont naturelles, mais on n'a pas le droit de signer des décrets qui seraient politiques, qui marqueraient une inflexion dans une politique publique. Bon, l'État fonctionne. Voilà. L'État fonctionne. Le citoyen va être rassuré. Et les membres du gouvernement sont au travail. C'est une question qu'on se pose tous. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques, Jean-Jacques Bourdin. C'est-à-dire que ça s'est bien déroulé et forcément il y a une animation. Et c'est tout l'enjeu, c'est qu'il y a toujours quelqu'un au gouvernement pour travailler et faire travailler les administrations. Alors, avant de parler politique, vous êtes ministre délégué chargé de l'agriculture, la fièvre catarrhale, ovine, des éleveurs d'ovins ont manifesté hier devant la préfecture des Ardennes. 50% dit que 50% de l'élevage ovin de cette région de France est touché par cette fièvre catarrhale. Il y a une vaccination depuis le 12 août, c'est bien cela, mais les éleveurs disent on a vacciné beaucoup trop tard. C'est inquiétant, franchement. Est-ce que vous êtes inquiète ? Oui, je suis inquiète puisque à chaque fois que vous avez une épidémie c'est un virus, je le rappelle. Voilà, à chaque fois puisque c'est un virus qui se transmet. Oui. Donc tout l'enjeu, c'est d'arrêter cette transmission. Et vous savez qu'en plus, moi j'étais avec les producteurs laitiers encore mardi dernier, c'est que vous avez plusieurs maladies qui sont en train de toucher nos cheptels. Donc vous avez la fièvre catarrhale, mais vous avez également la MHE pour les troupeaux de bovins, et vous avez des zones qui sont touchées. Donc, mais est-ce que cette fièvre pourrait s'étendre à tous les troupeaux français ? À toutes les régions de France, il y a un danger. L'enjeu, il est double. C'est il faut vacciner parce que forcément, ça freine immédiatement la propagation de la maladie. Et deux, il faut être particulièrement vigilant. Et les marchands de bestiaux doivent notamment être particulièrement vigilants dans le transport des bêtes, de façon à éviter cette transmission. On sait bien que dans certaines régions, on n'en avait pas. Et forcément, il y a eu une diffusion. Et cette diffusion, elle est aussi liée à des mouvements d'animaux. Est-ce que les éleveurs seront indemnisés ? Vous savez, on a toujours accompagné, dans chaque fois qu'il y a eu ce type d'épisode, les éleveurs. On l'a fait pour la MHE et évidemment, on sera au rendez-vous sur d'autres épisodes. On sera au rendez-vous sur d'autres épisodes, mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'avoir des doses, d'avoir des vétérinaires et de vacciner au plus vite. Et Marc Fesneau est mobilisé sur ce sujet-là. Bien. Un Premier ministre. Oui. Vous cherchez toujours un Premier ministre, enfin pas vous, c'est pas vous, mais moi, vous avez une personnel, idée. Je ne cherche pas un Premier ministre. Vous avez une petite info à nous donner ce matin. Vous savez qui ? Vous ne savez pas plus que moi, je suis sûr. Non, parce que si je le savais, ça veut dire que le Premier ministre serait nommé en toute logique. Oui, mais vous pouvez savoir qui va être nommé. Je crois que ce qu'il faut se dire, c'est que on a besoin, de nommer vite un Premier ministre. Parce que le message que nous ont envoyé les Français dans ces élections, il est triple. Au premier tour, il place le Rassemblement national en tête. Il faut l'entendre. Il y a un besoin d'autorité et d'ordre dans ce pays, et tous les partis politiques doivent l'entendre. La deuxième chose, c'est que les Français nous disent, à nous, vous avez perdu. Nous voulons un changement de politique. Changement de politique, changement de casting, il faut une nouvelle équipe, ça aussi c'est naturel. Et au deuxième tour, ils nous disent qu'ils ne souhaitent pas que ce soit le Rassemblement national qui dirige le pays
Et donc, il faut que les autres partis politiques trouvent un chemin. Ça ne veut pas dire faire une coalition. C'est ce que j'entends depuis 50 jours. Hein. Ça ne veut pas dire trouver une coalition à 11, ou à 10 en l'occurrence, puisque le 11e, c'est le Rassemblement national. Ça veut dire, plus simplement, faire en sorte sur 4-5 points, de trouver un pacte de non-agression, de non-censure, pour pouvoir avancer. Jean-Jacques Bourdin, en Belgique... En Belgique. Ils ont fait leur élection avant nous, ils n'ont toujours pas de gouvernement. Oui, sauf que c'est un régime parlementaire. Nous sommes dans un régime présidentiel. Pardon, Agnès Pannier-Runacher, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nous sommes dans un régime où le Parlement, aujourd'hui, a récupéré une grande partie du pouvoir. Et je pense qu'il appartient... Ce que vous dites est assez juste au sens où les partis n'ont pas l'habitude de se comporter comme si on était dans un régime parlementaire. Oui, ça, je suis bien d'accord. Ils n'ont pas cette tradition de coalition et de compromis. Est-ce qu'il faut un Premier ministre issu de la gauche ou pas ? Ou issu de la droite, je ne sais pas, moi. Les faits sont têtus. Aujourd'hui, vous avez plus de 190 députés à gauche, vous en avez 47 dans la droite républicaine, et vous avez un bloc central avec à peu près 160 députés autour du président de la République et une vingtaine qui sont lyotes. Donc vous avez à peu près 190 qui sont au centre, on va dire, pour ou contre Emmanuel Macron. Ça veut dire que le pays ne penche pas à droite. Dès lors qu'on considère que le Rassemblement national n'a pas vocation à gouverner, ce que nous ont dit les Français, ça veut dire que il faut le barycentre de l'Assemblée nationale est plutôt à gauche, mais la gauche modérée. Vous dites ce matin, il faut un Premier ministre issu de la gauche. Je rappelle que vous êtes membre de Territoire de Progrès, qui est un mouvement qui est à gauche dans la majorité aujourd'hui, qui est dans la majorité centrale, qui est plutôt à gauche. Donc vous dites aujourd'hui, il faut un Premier ministre issu de la gauche. Moi, je dis qu'il faut effectivement un Premier ministre, mais c'est le barycentre de notre Assemblée, c'est les mathématiques, c'est pas parce que ça me plaît. Issu de la gauche. Mais je pense qu'il faut un Premier ministre issu de la gauche et qui soit capable de ne pas hystériser, si je peux utiliser ce terme, la droite, c'est-à-dire qui est capable d'incarner une figure d'autorité, puisque c'est un point sur lequel la droite est très attentive aujourd'hui. Donc vous êtes toujours un soutien de Bernard Cazeneuve, par exemple ? Par exemple, ou d'autres personnalités. Et je pense qu'il appartient aussi aux partis qui composent, aux partis modérés qui composent le nouveau Front populaire, parce qu'il n'y a rien à attendre de les filles, de trouver chemin et de faire des propositions. On ne peut pas être juste sur des lignes rouges comme le fait M. Faure. Xavier Bertrand, qui vous a soutenu d'ailleurs lors de la législative. Est une personnalité légitime politiquement. Il a été ministre pendant des années, il connaît parfaitement le territoire et le terrain. C'est en plus une figure politique qu'on ne peut pas... il n'a eu aucune ambiguïté dans son combat contre le Rassemblement national. Mais précisément, son assise à l'Assemblée nationale, sauf à ce que... et ça serait une possibilité, le PS, les Verts, le Parti communiste décident de le soutenir, n'est pas aussi large que quelqu'un qui pourrait venir de la gauche. Encore une fois, c'est des mathématiques, c'est-à-dire que la solution, elle est aussi dans la main des partis et des groupes politiques, et ils ne peuvent pas renvoyer la responsabilité intégralement à Emmanuel Macron. Il faut aussi qu'il bouge. Je comprends. Alors, il paraît que Xavier Bertrand inquiéterait les milieux d'affaires, et notamment les plus riches de notre pays, les super riches, comme on les appelle, qui ne voudraient pas de lui et qui préféraient Michel Barnier. Bien, mais tout ça, vous n'en savez pas plus que moi, peut-être un peu plus, mais à propos des super riches, est-ce qu'il faut les taxer ? Est-ce qu'il faut parce qu'à gauche, on avance cela. Est-ce que vous dites, il faut surtaxer les super riches ? Alors, il y a deux choses. Ce que propose dans son programme le nouveau Front populaire, c'est une augmentation d'impôts de 150 milliards. Quand vous faites une augmentation d'impôts de 150 milliards, vous ne taxez pas les super riches. Vous taxez l'ensemble des Français. Et lorsque le nouveau Front populaire parle de revenir sur les impôts, la baisse des taxes que nous avons faites, je rappelle que ça va concerner, je pense à la taxe d'habitation, la plupart des Français. Donc il faut sortir de cette idée... Elle allait rétablir la taxe d'habitation, hein. La gauche a dit qu'elle reviendrait sur les baisses d'impôts que nous avons faites. Je rappelle que la baisse d'impôts que nous avons faite, qui est la plus importante, c'est la taxe d'habitation. Je me souviens très bien, il l'avait annoncé avec moi. Près de 20 milliards d'euros. Je me souviens. Donc, les 5 milliards d'euros de baisse de l'impôt sur le revenu, ils portent sur les classes moyennes. Donc, attention à cette fausse idée. Vous ne répondez pas à ma question. Alors, maintenant, je vais venir sur votre question. Est-ce qu'il faut taxer les super riches ?
Alors, la taxation sur les super riches, si effectivement on parle de taxer ou de rééquilibrer en en fiscale les super riches, c'est quelque chose qui peut être regardé. Mais vous n'êtes pas contre? Moi, encore une fois, tout système qui permet de équilibrer notre budget, oui, de mettre plus de justice fiscale sans augmenter massivement les prélèvements obligatoires, parce que nous sommes les champions du monde des prélèvements obligatoires. On nous dit, regardez ce qui se passe aux États-Unis, il va y avoir des augmentations d'impôts, regardez ce que fait le Labour britannique, ils augmentent les impôts. Oui, sauf qu'aujourd'hui, les Britanniques payent beaucoup moins d'impôts que nous. Les Américains payent beaucoup moins d'impôts que nous. Donc quand on est les champions du monde des impôts, avant d'augmenter les impôts, on fait un peu attention. Bien, Agnès Pannier-Runacher, justement, le budget, justement, la trésorerie de l'État, justement, ça ne va pas du tout. Le budget, finalement, était insincère. C'est ce que nous disait l'opposition, vous vous souvenez? Il était insincère, finalement, ce budget, non? Quand je vois les déficits, quand je vois le creusement des déficits publics, il était insincère. Moi, les gens qui vous expliquent que c'est insincère et qui savent avant nous comment va tourner l'économie et est-ce qu'on sera capable de prélever autant d'impôts qu'on l'avait prévu, c'est remarquable. Mais ils n'ont pas été capables de le formuler en temps et en heure. Donc c'est une pétition de principe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les ressources fiscales, ce n'est pas un dérapage du côté des dépenses. Les ressources fiscales ont dérapé. Elles ne rentrent pas au niveau qu'on espérait. C'est d'ailleurs un signal envoyé aussi au nouveau Front populaire. C'est que compter sur plus d'impôts, ça marche pas forcément, au passage. Donc, les impôts ne rentrent pas autant qu'on le pensait. C'est lié aussi à une situation macroéconomique, et pas exactement là où on l'espérait. Et effectivement, il nous appartient en responsabilité de rééquilibrer ça et d'aller chercher des économies. Et là aussi, j'aimerais que tant le nouveau Front populaire que d'ailleurs les autres forces politiques nous expliquent comment à la fois elles font plus de mesures et de dépenses publiques sans dégrader les finances publiques. Les finances publiques. Bien. Deux sujets d'actualité. La loi sur l'assurance chômage. Avant le 31 octobre, il va falloir décider. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut l'appliquer, cette loi sur l'assurance chômage, avec des conditions d'accès au chômage plus difficiles et une durée d'indemnisation réduite? Alors, moi, j'ai formulé très clairement qu'il me semblait que cette réforme n'était pas appropriée. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'on a fait une réforme de l'assurance chômage, nous avions pris une position qui était assez claire, qui consistait à dire si la conjoncture économique se dégrade, il faudra l'accompagner parce que ça sera plus difficile pour les gens qui perdent leur emploi d'en retrouver un. Or, nous sommes plutôt dans une conjoncture économique qui n'est pas en plein boom. Donc je pense qu'il faut être très vigilant. Et puis la deuxième chose, c'est que diminuer la période d'indemnisation, et je pense notamment aux travailleurs seniors, sans avoir fait préalablement tout le travail, notamment dans la mise en place de France Travail, d'avoir des vrais accompagnants qui aient le temps et qui puissent faire en sorte que les personnes qui perdent leur emploi retrouvent le plus vite possible et les meilleures formations le plus vite possible. Je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Donc nous avons une vraie réforme. On suspend cette réforme. Ah, je pense qu'on peut suspendre cette réforme, tout à fait. Bon. C'est mon avis de député. Et j'ai compris, c'est votre avis de député pour la République, elle n'engage pas nécessairement de la gauche de la majorité. Agnès Pannier-Runacher, autre réforme, la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut là aussi la suspendre? Non, la réforme des retraites... Est-ce qu'il faut revoir le dossier, rouvrir le dossier? Aujourd'hui, vous avez des groupes politiques qui vous expliquent qu'on va abroger la réforme des retraites. Oui. Moi, je leur demande s'ils comptent reprendre aux 1,7 million de Français, c'est pas rien 1,7 million de Français, qui ont entre 50 et 200 euros de plus sur leur compte en banque tous les mois, cet argent. Est-ce qu'ils souhaitent le reprendre? C'est ça qu'il est question, première chose. Deuxième chose, la réforme des retraites, elle permet aujourd'hui de faire des économies. Pas des économies pour des dépenses somptuaires de l'État, mais des économies qui permettent en fait à des jeunes qui rentrent aujourd'hui sur le marché du travail de se dire qu'ils ont une chance raisonnable d'avoir une retraite à la fin
de leurs 40 et quelques années de travail. Eh ben moi, je n'accepterai pas qu'on revienne sur une réforme des retraites pour empêcher ces jeunes d'avoir une retraite. Ensuite, si on doit ouvrir le sujet de la pénibilité, par exemple, qui est un des reproches qui a été fait sur la réforme des retraites, pourquoi pas? Mais il y a clairement deux sujets sur lesquels je ne vois pas comment on peut revenir dessus. Le premier sujet, c'est d'avoir un financement des retraites entre les jeunes et les seniors qui soit grosso modo équilibré. Et ça, c'est difficile, parce que les gens vivent plus longtemps d'un côté et il y a moins de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. C'est une donnée démographique, je veux dire, il ne s'agit pas d'une donnée de droite ou de gauche. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que l'augmentation des retraites qu'a permis cette réforme soit maintenue pour ceux qui en profitent. Agnès Pannier-Runacher, j'ai 2-3 questions politiques pour terminer. Concernant Emmanuel Macron, il y a cette demande de destitution d'Emmanuel Macron. LFI organise une manifestation le 7, après-demain, samedi. Est-ce que vous pensez que chez LFI, il y a une volonté de destituer? Ce sera impossible au Parlement. L'article 68, c'est impossible, il faut les 2 tiers, enfin, etc., etc. Mais est-ce qu'il y a une volonté... ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. Mais est-ce qu'il y a une volonté d'LFI de destituer Emmanuel Macron par la rue? Est-ce que vous pensez qu'LFI irait jusque-là? Non, mais il y a une volonté constante et permanente d'LFI de contester le résultat de l'élection présidentielle qu'ils n'ont toujours pas avalé de 2022. Et Monsieur Mélenchon n'aspire qu'à une chose, c'est d'essayer d'être président. Il pense que le Front républicain va jouer pour lui. Mais ça n'existe pas. Et c'est irresponsable de sa part. Oui, mais alors imaginons Agnès Pannier-Runacher, qu'un nouveau Premier ministre soit choisi, qu'il soit vite censuré. Emmanuel Macron se retrouve dans une position très inconfortable. Eh bien, on recherchera un nouveau Premier ministre. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il risque d'y avoir une présidentielle anticipée? Moi, je vais vous dire, en responsabilité aujourd'hui, une démission du président de la République, c'est pas bon pour nos institutions. C'est pas bon. C'est pas bon pour le poids que nous pouvons exercer au niveau de l'Europe, dans les négociations internationales. Faut pas perdre ça de vue. C'est pas bon pour le fonctionnement du pays parce que on doit avancer. Et donc, c'est là où les partis politiques doivent agir en responsabilité. Ça serait un échec, qu'il y ait une démission du président de la République. Ça serait un échec ou ça serait de la petite politique. C'est exactement ce à quoi aspire Madame Le Pen, parce qu'elle est inquiète du jugement qui devra statuer sur les faits qui lui sont reprochés par la justice au niveau du Parlement européen et qui peuvent aller jusqu'à l'inéligibilité. Et c'est une position, enfin, ça arrangerait Jean-Luc Mélenchon qu'il y ait aussi une élection présidentielle anticipée. Mais sinon, ça n'apporte rien aux Français. C'est plutôt le contraire. Politique. Alors c'est le cas d'Édouard Philippe. Non. Édouard Philippe, en annonçant sa candidature, il anticipe, dites-moi, la démission éventuellement d'Emmanuel Macron. C'est pas un hasard. Il y a deux choses. Non, Monsieur Bourdin, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a deux choses. Il y a ceux, tout à fait. Il y a ceux qui essayent de mettre le bordel dans les institutions et qui s'entendent très bien pour le faire. Et ça, c'est les extrêmes. Le Rassemblement national, sous couvert de bonne manière, en réalité, je le rappelle, a voté pour qu'il y ait 2 vice-présidents LFI à l'Assemblée nationale et 2 vice-présidents LFI à l'Assemblée nationale. Ça ne correspond pas du tout au poids de LFI dans l'Assemblée nationale. Et LFI, dans sa stratégie permanente de bordelisation, continue à essayer de créer des moments où un espace pour leurs leaders maximaux. Et puis vous avez des partis qui, en responsabilité, ont effectivement des leaders qui se positionnent. Monsieur Bertrand ne cache pas son intérêt pour l'élection présidentielle. Est-ce que c'est pour ça qu'il veut la destitution du président? Non, je ne le crois pas. Oui, enfin... Vous avez vu ce qu'a écrit Rachida Dati, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec elle ou pas. L'élégance comme la reconnaissance devrait amener à plus de respect de l'institution présidentielle et de l'homme qui nous a permis d'agir et même d'exister sur le plan politique. Et c'est adressé à Édouard Philippe. Vous êtes d'accord ou pas avec ces propos-là ? Franchement, je trouve que c'est des discussions qui sont pas celles qui intéressent aujourd'hui les Français. Non, mais d'accord. Mais... Non, mais je vous le réponds parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de travailler. C'est pas de savoir si Pierre, Paul, Jacques se sont dit, sont d'accord, sont pas d'accord, s'entendent bien ou s'entendent pas bien. Vous savez très bien que la vie politique est sclérosée par les ambitions présidentielles des uns et des autres. Précisément. Vous le dites vous-même. Donc, trouvons un Premier ministre qui soit capable d'être au-dessus de la mêlée, et trouvons des groupes politiques qui sortent de leur posture et que plutôt que de nous expliquer qu'est-ce qui est inacceptable, pour eux nous disent ce qui est acceptable.
Moi, j'ai négocié beaucoup de choses au niveau européen. J'ai vu comment fonctionnaient les coalitions européennes. Je ne comprends pas pourquoi on serait plus bête que d'autres pays européens et incapables de mettre en place les groupes politiques. Les groupes politiques. Et les partis politiques. Les partis politiques et vous-même, et les groupes politiques. Et je me mets dans le sac. Je considère que mon devoir, c'est d'essayer de discuter avec des gens de droite, avec des gens de gauche. Il ne s'agit pas de se mettre d'accord sur un programme. On ne sera pas d'accord, on ne porte pas les mêmes visions de société. Et c'est normal, et c'est sain. Il s'agit de se dire quels sont les 4 sujets sur lesquels on ne se bloque pas et on fait en sorte d'avancer. Et les sujets, ils existent. L'école, la santé, le pouvoir d'achat, l'autorité. Et en plus, il y a cette réflexion sur une réforme de nos institutions, précisément pour tenir compte... Vous êtes favorable à la proportionnelle ? Vous demandez... Moi, je suis favorable à ce qu'on ouvre le débat. Oui. Maintenant, la proportionnelle, et la situation actuelle le montre, c'est pas la réponse qui fonctionne forcément, puisqu'aujourd'hui... Peut-être parce que le compromis se fait avant. Peut-être parce que le compromis se fait avant. En tout cas, c'est un sujet qu'on doit mettre sur la table pour essayer de faire en sorte que nos institutions fonctionnent bien. J'ai une dernière question. Il paraît que vous refusez de prendre l'avion, c'est vrai ? Pour voyager ? C'est vrai que j'essaye de limiter au maximum mes trajets en avion dans le cadre personnel et que pour préserver la planète. Ayant été ministre de la transition énergétique et jongler avec tous les chiffres d'émissions de CO2, j'essaye de m'appliquer moi-même ce que j'ai essayé de pousser au niveau national et européen et international.